Alors c'est parti. On va commencer par du binaire. Alors tout a commencé en fait quand j'avais à peu près 8 ans, où mon père est arrivé à la maison avec une grosse boîte. Et dans cette boîte, il y avait un Apple IIc. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un des premiers Apple. Il avait eu ça à son travail et c'était dans les premiers. Voilà. Donc l'Apple IIc, c'était ma premier ordinateur. Donc écran en vert et noir avec mon jeu préféré, Lord Runner à l'époque, Wings of Fury, ce genre de choses. Et en fait, j'ai découvert ma passion avec ça, bien sûr comme beaucoup. Avec la petite différence, c'est que quand je jouais à ça, je me suis dit mais c'est absolument génial, mais j'aimerais savoir comment ça marche. C'était pas juste jouer, c'était qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Est-ce qu'il y a moyen, voilà, de comprendre comment ça se passe. Donc, à l'époque, on avait, je crois que c'était Turtle, un truc comme ça, pour apprendre à déplacer un petit curseur en fait. Et on pouvait apprendre à programmer comme ça. J'avais commencé à essayer de faire mes propres petits jeux. C'était pas foufou, mais voilà, c'était vraiment les débuts. Et c'est là où je me suis fait faire une passion de dire voilà, je veux savoir comment ça marche, je veux pouvoir le faire moi-même pour pouvoir moi-même expérimenter qu'est-ce qui se cache là-dessous. Plus tard, j'ai découvert un certain Richard Feynman, qui est un grand physicien émérite, qui a été capable d'expliquer des choses très complexes. Il est connu pour la physique quantique, bien sûr, mais surtout pour sa pédagogie. C'est quelqu'un qui est très très connu pour sa pédagogie. Il a été capable avec sa passion et son envie de partager cette passion, faire comprendre au grand public et aux scientifiques des choses très très complexes comme la physique quantique. Et une chose qu'il disait, c'était « What I cannot create, I do not understand ». C'est-à-dire ce que je ne peux pas créer, je ne peux pas le comprendre. Donc pour lui, c'était important de pouvoir manipuler, créer pour pouvoir comprendre. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai. Par exemple, pour l'ordinateur que vous allez voir, que je vais présenter en live aujourd'hui, mais aussi par exemple pour ma maison, j'allais dire à mon père, tiens, est-ce que je pourrais construire ma maison? Parce que moi je suis informaticien, mais voilà, la plomberie, l'électricité, comment ça marche, tout ça. Et bon, c'était une aventure de 10 ans, beaucoup plus long que créer un ordi comme ça, et c'est pas fini. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on a la possibilité de créer et créer. En fait, on crée 2 fois. La première fois, c'est dans sa tête. C'était là, tu imagines vers ma véranda, je voulais la faire moi-même. C'est 10 fois moins cher quand tu la fais toi-même. Tu peux l'imaginer, tu la vois, je pouvais me balader dedans. Elle était créée, en fait, en quelques secondes, tu l'as créée. Et je trouve ça fascinant. Le problème, c'est qu'après, il faut se lever, il faut aller à Leroy Merlin, il faut acheter du matériel, et là, tu pars pour des années. Et c'est un peu ça la difficulté. Alors que l'informatique, j'ai découvert que tu as un pote, une assoce, il y a un petit besoin, tu dis « Attends, bouge pas ». Et là, tu te mets sur ton ordi, là, tu vois plus le temps qui passe, on travaille, tu fais « Mince, il fait jour, oui, il y a la nuit qui est passée entre-temps ». Et là, tu as fait une app, tu as fait un truc, tu le présentes, et voilà, c'est fait, c'est créé. Tu waouh. Je trouve que on a un métier fabuleux où, en fait, ce temps entre la création de ton esprit et la création réelle, il peut être très, très court, en fonction de votre habilité à coder. Et je trouve ça absolument passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que je me retrouve dans une Epitech. J'étais invité à Epitech Strasbourg, où j'ai aussi présenté l'ordi. J'étais allé avec ma femme d'ailleurs, qui présentait aussi autour de la pédagogie. Et je suis ravi d'être parmi vous, parce qu'en fait, j'avais vu sur votre site pourquoi faire Epitech pour sa pédagogie active. Donc on en a parlé ce matin, et moi je suis complètement d'accord avec ça. Des projets, le socle de la pédagogie Epitech, voilà, c'est des projets comme ça, un petit projet perso qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Et j'ai un petit mot sur responsable pédagogique Epitech. C'est un travail de passionné pour des passionnés. Pourquoi est-ce que j'étais responsable pédagogique dans ma boîte avant, dans la société de conseil, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et la passion, c'est vraiment ce qui me caractérise. Donc, je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et justement, parlant d'école, je vais dans des écoles, l'école de ma fille, j'étais allé pour essayer de parler un peu d'électronique, partager ma passion, parce que juste j'aime bien ça, je partage ça, j'ai 3 filles, et j'aime bien leur partager ce que je fais, et puis aussi aller dans des écoles. Il y a moyen de faire des trucs sympas, ça c'est un petit projet où quand tu achètes une boîte Arduino la moins chère possible, pour les écoles, ils peuvent acheter ça. Et j'avais remarqué que dedans, tu as un petit écran LCD, tu as un petit joystick, et tu as un petit Arduino. Je me dis, il y a moyen juste avec ce petit matériel, on crée une petite boîte, les enfants ils peuvent la peindre et tout, et puis on peut transformer. Alors j'ai complètement détourné le LCD pour faire des jeux dessus. En fait, ce que je savais pas, c'est qu'en fait quand tu regardes dans le petit LCD qui est affiché du texte, tu as droit à 8 glyphes, tu peux créer 8 glyphes
Donc là, tu peux dessiner. Donc tu as le principe de sprites et tu as le principe de mouvement et tout ça pour créer des sprites avec les enfants. C'est absolument génial. Donc tu fais des petits jeux, comme un petit Load Runner par exemple. J'ai pu me faire ce petit kiff pour faire un Load Runner sur un écran LCD. Et donc après, les enfants, ils partent clairement, ils sont refaits des boîtes en carton de malades dessinées et tout, comme une borne d'arcade. C'est assez impressionnant. Et ben voilà, ça transmet un peu notre métier, la passion et la création. C'est ça qui est fabuleux. Alors après, non, il faut que ce soit fun. Donc je leur montre qu'on peut faire exploser des trucs. Ça, c'est rigolo. Comme ça leur évite de le faire en vrai. Donc oui, effectivement, l'électricité, si tu mets le courant à fond, ça brûle, ça crame, ça explose. Il y en a même qui gagnent de l'argent en faisant cramer, en passant du courant électrique dans du bois. Oui, alors le bois aussi, après, c'est pas forcément un isolant. Hein. C'est comme l'air, c'est pas forcément un isolant. Hein. Ça passe quand tu mets la puissance. Voilà. Alors c'est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on était dans une école, puis il y avait une prise qui avait cramé. Il y en avait, vous avez vu, dans le mur, il y a la prise qui a cramé et tout ça, donc ça permet d'être hyper concret, de parler de choses, bah oui, voilà, il y a des choses qui arrivent. Donc ça, j'aime bien, voir des choses vraiment très concrètes. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est chercher le why, le pourquoi. Quand vraiment, on creuse quelque chose, on veut comprendre pourquoi ça marche. Et c'est ce qui m'a amené à essayer d'expliquer le plus simplement possible aux élèves. Alors, une des façons que j'avais expliqué, c'était Jacques la fripouille, hein, avec jour-nuit, évidemment. On commence à expliquer. Le binaire, qu'est-ce que c'est, hein? Voilà, c'est casse-pied. Donc tu as 0, 1, le jour, la nuit, courant, pas de courant, voilà, et c'est parti. Avec différents tests pour essayer d'expliquer le transistor, c'est vraiment pas évident, mais voilà, donc j'avais fait différents tests que je testais avec mes filles aussi. Et une personne aussi qui m'a fasciné dans mes recherches, je t'ai demandé, je veux aussi moi aller assez loin pour essayer de creuser, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans un processeur? Et c'était une des questions que j'avais eues à ma fille quand je passais dans les écoles. Je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu comprends vraiment ce que c'est qu'un ordinateur? Vraiment, il y a un écran, un clavier, YouTube, les réseaux sociaux, je dis, ouais, c'est vrai, mais là, vraiment, comment ça marche? Comment, à partir du courant, tu fais des trucs? Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible d'expliquer ça? Parce que c'est complexe, mais tu peux pas expliquer. Donc je me dis, je vais quand même essayer juste pour moi-même déjà, et puis voir si je peux expliquer ça à mes filles. Et donc j'ai essayé de creuser, et dans mes recherches, j'ai vu que c'était possible, et une personne en particulier, où là c'est vraiment très loin, j'en suis pas là, Ken Sherif, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des processeurs, il les ouvre, il commence à t'expliquer, il se balade dedans comme il était chez lui, tu vois. Alors il y a il y a ça, tu dis quoi? Mais moi je vois rien du tout. Et c'est absolument fascinant, parce que quand tu l'écoutes bien, à un moment tu dis, ah oui, je reconnais, c'est les transistors, il y a les registres, machin, tu dis, mais comment c'est possible? C'est assez bluffant. Et un des trucs que j'aime beaucoup, c'est par exemple quand il va prendre un opérant, puis il le dissèque, il explique, il commence à zoomer dessus, et là il commence à t'expliquer, alors tu vois, voilà, quels sont les différents composants, voilà, un capaciteur, des résistances, et tout ça, et à un moment donné, tu tombes sur des trucs très bizarres, tu te dis, mais c'est quoi ces constructions-là? Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et il y a des termes que tu découvres, hein, voilà, comme par exemple un miroir de courant, qu'est-ce que c'est? Et les gens vont t'expliquer mathématiquement ce que c'est, comment ça marche. Je comprends rien, en plus, voilà, je fais un tout petit peu électronique, mais c'est tout, à l'école comme tout le monde, quoi. Et ce genre de gars, il va plus loin, il va te dire, oui, alors effectivement, un miroir de courant, qu'est-ce que c'est? Il t'explique ce que c'est, mais surtout il te dit, en fait, ça sert à quoi? Il te dit, en fait, c'est très dur de faire de résistance hein, à ce niveau de petitesse, hein. Donc en fait, c'est très difficile, donc on fait pas ça, généralement, ce qu'on fait, c'est on fait un miroir de courant. Et ensuite, ça permet de remplacer les résistances hein, pour avoir le courant qu'on souhaite et tout ça. Et tout ça, il te l'explique. Et tu comprends le pourquoi. Une fois que tu comprends pourquoi, moi, chaque fois, ça se déclic dans ma tête. Je dis, mais oui, ok, je comprends, mais voilà. Et ça, déjà, tu retiens mieux. Et il fait ça pour tout. Donc, je trouve ça assez fascinant. Une autre personne aussi que j'aime bien, Albert Einstein, if you can explain it simply, you understand it well enough. Et souvent, c'est ça, c'est que la personne qui va essayer de t'expliquer avec des grandes formules, des grands mots, en fait, c'est qu'elle n'a pas vraiment compris. Elle n'est pas capable de descendre au niveau de compréhension pour te l'expliquer. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et je trouve ça dommage. Donc, je creuse à chaque fois sur Internet pour vraiment trouver des gens qui vont être capables d'expliquer vraiment du mieux possible. Et donc, je me dis, voilà, c'est parti, je vais me donner ce défi, essayer d'expliquer à ma fille, de lui montrer comment marche un processeur. Donc, je me dis, un clavier, un écran, c'est bien, il faut l'électricité, ça, elle est déjà au courant. Donc il y a des entrées, des sorties, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Voilà. Donc on va se dire, je vais avoir un clavier, donc un clavier c'est le plus simple possible, un 0,1, des interrupteurs, on va avoir un écran, moi ce sera des LED déjà, il faut voir le courant, donc j'ai besoin de soit visuel. Hein. À la limite je vais m'offrir peut-être, je vais aller un peu loin et je vais voir si je peux aller jusqu'à présenter un nombre sur un petit afficheur comme ça, mais sinon ça va être sur tous les LED et on va partir de la base du transistor. Et à partir du transistor, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller plus loin? Ben oui, en fait, on peut faire des petits circuits intégrés. Ensuite, on peut faire stocker la mémoire. Hein. On peut comparer, compter, additionner. Donc là, il va falloir processer tout ça et puis ensuite afficher. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça, mais que ce soit fun? Voilà. Donc ça, c'était le défi.
Et je suis parti là-dessus. Alors je me suis dit, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de refaire l'Apple 1? Moi, vu que l'Apple 2C, c'était mon premier ordinateur, je me suis dit, j'aimerais bien refaire l'Apple 1, donc c'est mon projet actuellement. Et je me suis dit, je ne veux pas tricher, je veux le faire pour de vrai un transistor. Alors ça a déjà été fait, hein, il y a des gens qui l'ont fait, bien sûr, tout le monde a déjà tout fait, donc c'est intéressant de voir un petit peu ceux qui ont eu des idées avant soi. C'est gros, hein, ça prend des pièces entières. Si on ne veut pas tricher, on fait que des transistors, on ne triche pas. Hein, donc voilà. Ma femme n'était pas d'accord, je suis à la maison pour voilà, sans s'amuser. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire ça sur Breadboard et ça donne ça. Un vrai projet, hein, vous le savez tous, dès que tu fais un projet Breadboard, ça donne ça. C'est pas très pédagogique, c'est hors de question, ça fait pas du tout envie, t'as envie de vomir. Et puis les personnes qui font la plupart des vidéos, c'est toujours ça que tu as. Donc c'était une horreur où je me suis dit, c'est pas possible. Donc je suis un petit peu bloqué en fait. Jusqu'au moment où je suis tombé sur ce gars-là. Certains le connaissent, Ben Eater. Alors ce gars-là, ce qu'il fait, c'est qu'il commence avec une vidéo toute bête, où il présente une LED avec le courant, la résistance, je peux voir un peu barbant, mais il explique bien quand même. Et puis la vidéo, ça commence pas par mon sponsor machin, ça commence direct, il branche, il t'explique. Jamais, j'ai jamais à faire d'intro. Tu vois ses mains et c'est parti. J'aime bien. Cette vidéo se termine aussi de façon abrupte, c'est très clair. Tu viens pour un truc, tu l'as, c'est fini. Très pédagogue. Et j'ai réalisé la deuxième, la troisième. Et là, j'ai fait plusieurs nuits blanches. Tout le monde dit qu'on a un peu le même truc. Parce qu'en fait, tu le suis, tu comprends tout ce qu'il dit. Et à la fin de X vidéo, tu as construit un ordinateur 8 bits complet. Et tu dis, mais comment j'ai fait ça? Mais j'ai tout. En fait, tu l'as pas fait, tu as juste vu une vidéo, mais tu as l'impression que tu l'as fait avec lui, tu as tout compris. Tu dis, à aucun moment donné, tu as le chimie. Comment c'est possible? Et surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont où les fils? C'est pas possible. En fait, tu n'as que des fils dans des projets comme ça. Et bien en fait, il a passé des heures, hein, j'imagine, à tous les faire passer de façon jolie. Donc c'est aussi un travail d'art. Et je ne vais pas vous mentir, hein, souvent c'est la question que j'ai à la fin. Le travail le plus long, hein, dans mon année, c'était juste de couper des fils là, et de les faire jolies. C'est ça qui est long, hein, au millimètre près. Parce que ça, c'est au millimètre près. Hein, si tu veux que ce soit comme ça, non, c'est pas possible. Et tu te trompes d'un truc, tu veux déplacer une puce, tu fais non, tu veux tout recouper, tout recommencer. Mais voilà, pédagogiquement, je voulais qu'on voit les puces, que ce soit clair et que ce soit un projet pédagogique. Et en même temps, c'est fun. Donc j'ai utilisé le temps du Covid pour faire ça, c'était un projet Covid. Voilà. Donc c'est parti là-dessus et je me suis dit, un autre challenge, je me suis dit, mais attends, j'aime beaucoup les Lego, hein, comme tout le monde j'imagine, et à chaque fois tu as cette possibilité d'aller plus loin, de construire jusqu'à ce qu'à certains, il faut quand même avoir des voitures fonctionnelles en Lego, des trucs de malade. Et je me suis dit, je vais prendre un défi pédagogique, je vais partir du transistor, je veux vraiment comprendre à la base. Alors, je ne vais pas aller en dessous, vraiment on va partir du transistor, et à partir de là, on va faire des petits projets, un flip-flop, des petites mémoires et tout. Et je me suis dit, mais attends, ce que je vais faire, c'est que je vais m'interdire d'acheter des composants supplémentaires tant que je ne l'ai pas construit moi-même. C'est juste un délire perso, comme ça. Je me dis, on va voir jusqu'où on peut aller. Peut-être qu'on va pas loin. Moi, je dis, non, c'est pas possible. Là, je m'arrête et il faut que j'achète parce que c'est trop compliqué. Et j'essaie d'apprendre étape par étape, vraiment, voilà, pour aller jusqu'au bout. Et en fait, il n'y a pas de limite. En fait, donc en fait, après, il y avait une mémoire, il y avait des portes logiques, bien sûr, avant, des mémoires, des additionneurs. Vous allez pouvoir faire tous les composants jusqu'à un processeur qui est là devant vous, une partie en tout cas. Et après, bon, il y a la carte graphique, la carte son, la carte réseau. Vous pouvez tout imaginer. On va en parler tout à l'heure. Et je me suis dit, c'est parti. Si je prends modèle sur le premier microprocesseur public, hein, le 4004. Alors lui, il était capable de, c'est un 4 bits, il traitait les instructions, voilà, donc 4 bits parallèle CPU, avec pas mal d'instructions, plusieurs instructions de set, le add, la soustraction, voilà, c'est très bien. Sauf que quand j'ai regardé le schéma, qui est compréhensible, hein, ça va, c'est ce qu'on voit aussi à l'école, ça reste quand même un peu complexe, mais est-ce qu'il y a moyen de simplifier? Hein, est-ce qu'on peut toujours, ça c'est dans notre métier, est-ce qu'il y a moyen encore de simplifier et que ce soit concret et pédagogique? Alors avant ça, on va parler des bits. Alors, il y en a un peu partout. Binary digit, hein, en anglais, et un vrai clavier de développeur, ça devrait être ça, hein, 0, 1, voilà. Alors si on prend par exemple, c'est ce que je fais avec les enfants, je dis voilà, imaginez un enfant qui veut compter sur ses doigts, il compte jusqu'à 10, il a 10 doigts, est-ce qu'il y a moyen de compter, je sais pas, jusqu'à 30, est-ce qu'il y a moyen de compter plus, 148, j'en sais rien, 1023, comme tu veux, à votre avis, je vais vous laisser avec cette question, on va avancer, on va y revenir, comme ça vous pouvez y réfléchir. Alors, les nombres, on les a représentés de différentes façons, hein, dans l'histoire. Hein, ouais, des fois c'est particulier, 1, 2, 3, jusqu'à ça va, on comprend, il y a plusieurs barres, et là, le 0, c'est bon. Il y a aussi d'autres civilisations qui ont utilisé d'autres systèmes, hein, parce que voilà, là il y a un système voilà, avec des points, des barres, et puis une espèce de pain, 0. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, je raconte un petit peu aux enfants aussi l'histoire, j'imagine les Romains, tu vois, ils vont faire le 1, le 2, le 3, jusqu'à là tu suis. Et t'as l'autre qui fait, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, le V, c'est pas mal, on va faire le 5, pourquoi pas? Non, mais arrête tes bêtises, le X, ok, d'accord, plus.
Ils n'avaient pas le 0, intéressant, c'est qu'après les Indiens et les Arabes qui ont introduit les nombres comme on les connaît maintenant. Et donc on se retrouve avec 10 caractères, on a 10, donc on est bloqué, donc on a décidé que bon, on s'arrête là, et après on recommence. Donc c'est juste ce principe de colonne, et on recommence. Donc 1, et hop, c'est parti, 1, 1, etc. Donc 10, 11, etc. Et donc là j'explique aux enfants, effectivement, qu'on se retrouve avec le même problème, sauf que là on en a que deux, t'allumes, t'éteins, j'accoule la fripouille, et puis t'es bloqué, c'est fini, sauf que là on utilise le même système. Donc effectivement, après, on recommence. Donc ça fait beaucoup de colonnes, hein, mais c'est le même principe, et qu'on arrive à 1, on doit recommencer à 0, et c'est reparti. Voilà. Donc jusque-là, c'est bon. Donc si on suit ça, cet enfant, il peut compter jusqu'à combien? Et c'est surtout, c'est quoi le chiffre qu'il affiche là? Bon, bah, on pourrait dire 30, on pourrait dire de ta main gauche, c'est un doigt, ça fait 5, par exemple. Et dans ce cas, tu peux compter jusqu'à 30 avec tes deux mains, ça fait 5, 5 fois 5, 25, plus les 5 autres doigts. Ça pourrait faire 30, mais on peut aller plus loin si on se dit que, voilà, par là, c'est les chiffres LSB, donc low et je sais plus comment. Et donc là, on se retrouve dans du sens, ça c'est de droite à gauche, pardon, excusez-moi. Et là, vous vous retrouvez avec 1, 1, 1, 0, 0, parce que ferme les doigts, 1, 1, 1, et c'est 927 par exemple. Voilà. Donc on peut compter au maximum jusqu'à 1023, c'était la réponse de 0 à 1023. Alors après, il y avait le transistor à expliquer, effectivement. Donc là, j'ai fait différents tests, hein, et je suis parti effectivement sur quelque chose. Il fallait expliquer que E.T. veut retourner à la maison. J'avais vu le film E.T. avec mes enfants, remonter les vieux classiques. Et E.T. veut absolument rentrer à la maison. Donc si on suit cette logique, s'il a une porte, il est bloqué, et il veut absolument rentrer à la maison, il peut avoir son pote qui vient et qui l'ouvre, et lui il veut aller retrouver sa soucoupe. Et donc ça marche à peu près bien, hein, parce que si tu fais une ouverture par là, si la porte est bloquée, E.T. va sortir par là, pour essayer de trouver un autre chemin pour rentrer chez lui. Et si tu as E.T. qui l'ouvre, il ne va pas aller par là, il va directement aller l'eau plus direct pour aller à sa maison. Et à partir de là, tu fais l'analogie avec le courant et ça marche plutôt bien. Et mon premier problème, c'était la mémoire. Comment est-ce qu'on fait une mémoire? Est-ce qu'on stocke le courant? Non, on ne peut pas vraiment stocker du courant, plus ou moins, mais pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on stocke du courant? On ne peut pas. Par contre, l'analogie, c'était, imagine tes enfants qui rentrent... Ma femme m'a dit, très bien, ça garde cette analogie, je l'aime beaucoup. Tu as les enfants qui courent partout à la maison, en retour de l'école, tu veux leur parler, c'est pas possible, ils courent autour du canapé comme des malades, donc tu veux leur dire ce que tu as à dire, c'est tu as une information à passer, après tu les vois, tu ouvres la porte dans le jardin, va courir dans le jardin, et là il continue à courir dans le jardin, mais il s'arrête jamais de courir, après tu peux le faire rentrer dans la maison. Et c'est le principe, c'est que le courant, tu vas le faire tourner dans des boucles, hein, une boucle d'un côté, de l'autre, peu importe, et c'est comme ça qu'on va se dessiner si tu as 0 ou 1. Donc si on prend l'exemple, l'analogie ici, on reprend effectivement notre E.T. Si on prend deux configurations comme ça, avec une porte où on laisse passer le courant ou pas, donc là, tu as ton premier E.T. qui va descendre, hop, il va ouvrir la porte, il va passer par là. L'autre qui arrive par là, la porte est ouverte, il ne va pas s'embêter, il va être directement au plus court. Et si là, tu regardes à cet endroit-là, où tu branches une lampe ici, tu vas voir le courant qui passe, et ça reste stable. Donc là, c'est stable, il va toujours aller là, c'est plusieurs E.T. on va dire qui passent, hein, et les autres qui passent par là, et donc tu as un état stable. On va dire que tu as stocké 1, même si c'est pas vrai. Et ici, on va dire, maintenant tu ouvres, temporairement, tu laisses passer un E.T. par là, la porte va se fermer, donc l'autre qui arrive là, il ne peut plus, cette fois-ci il va essayer un autre chemin, et là il va ouvrir la porte, il va passer par là. Et après, l'autre, maintenant que la porte est ouverte, il ne va plus s'embêter, il va aller directement là. Et tu te retrouves dans un état stable, qui ne bouge plus, c'est toujours comme ça, cet E.T. là il va toujours par là, lui il va toujours par là, et tu te retrouves quand tu regardes là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de courant, c'est l'état 0. Donc on n'a pas stocké, mais c'est comme ça qu'on le voit, mais on a fait deux boucles différentes. Et donc à partir de là, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Donc oui, c'était mon premier test, donc je me suis mis sur le blackboard, et la petite configuration, alors là c'est, vous avez les deux transistors, les deux petites résistances, les deux petites résistances qui font la boucle que vous avez juste avant, et puis juste les deux boutons pour laisser passer le courant ou pas. Et après, si vous faites le test, là vous pensez que c'est stocké, c'est pas stocké, mais effectivement cette boucle c'est toujours allumée. Vous avez beau, même on ne va pas tricher, hein, si tu le laisses passer, comme on a vu tout à l'heure, maintenant ça s'éteint, mais c'est juste que le courant il passe par un autre endroit. Et si je ne triche pas, hein, si j'enlève le bouton pour montrer aux enfants, le bouton, et c'est pas un bouton qui laisse passer le courant ou pas, si j'enlève, ça marche toujours, il est stocké. Stocké entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc ça, on a un peu le parallèle. Et à partir de là, on peut commencer à faire nos briques, hein, ce qu'on appelle des portes logiques. Hein. Donc si on les met à la suite, on peut faire une porte ou avec les parallèles qui vont bien. Et puis après, on peut construire chacune des petites briques sur le breadboard. Ou bien mon projet, c'est de les faire après, de façon peut-être un peu plus manipulable par les enfants. Et c'est parti. Et donc après, là vous avez chaque porte logique qui seront reconstruites ici.
Je ne vais pas vous les faire ici. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est, si je continue, on peut faire un additionneur, etc. Est-ce qu'il y a moyen de faire tout ça et de faire un mini-processeur fonctionnel qu'on peut voir, toucher et qu'on peut manipuler pour mieux comprendre. Donc, si on va faire une addition, si on est capable de faire une addition 5 plus 3 égale 8. Donc, si on regarde en binaire, 5 plus 3, c'est 1, 0, 1 plus 1, 1. Et c'est une addition comme on a l'habitude, sauf qu'arriver à 1, on arrive à 2, et 2, c'est 1, 0. Et on arrive au final, 1, 0, 1 plus 1, 1, ça fait 1, 0, 0, 0. Donc, si on arrive à faire ça, eh ben, on aura réussi. On aura créé en live un mini CPU. Et on dit, bah, c'est bien, tu vas faire l'addition, mais quid de la soustraction, de la multiplication, de la division? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une soustraction, bah, c'est une addition. On va juste tricher, on va dire qu'il y a un bit, c'est le signe, et puis ça marche toujours. Avec un petit décalage, bien sûr, mais ça fonctionne. Donc en fait, si je fais une addition, je suis capable de faire une soustraction. Donc il n'y a pas de souci. Si je fais l'addition, c'est bon. La multiplication, là, les enfants l'ont compris sans que je leur explique trop. Bah, une multiplication, c'est une série d'additions, c'est pareil. Une division, bah, c'est une série de soustractions qui est elle-même une addition. Donc en gros, si je suis capable de faire l'addition, je suis capable de faire tout. Voilà, bien sûr. Donc ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, anecdote intéressante, c'est que les premiers processeurs, très rapidement, ils ont essayé de mettre un maximum d'opérations possibles, jusqu'à un point, on va revenir à la fin, où certains ingénieurs ont dit stop, les développeurs n'ont pas besoin de tout ça, c'est cher, c'est coûteux, et on peut le faire nous-mêmes, justement, autrement, on peut le coder nous-mêmes, on n'a pas besoin que le processeur fasse trop de choses. À un moment donné, le processeur, il faisait tout dans les premiers, très rapidement, ils ont tout voulu faire, et on n'a pas besoin de tout, justement, on va y revenir. Alors c'est parti, on va dire 5 plus 3 égale 8, c'est ce qu'on va faire en live. Donc 1, 0, 1 plus 1, 1 égale 1, 0, 0. Il faut bien suivre que c'est ça qu'on va faire, et si je suis capable de vous faire ça, c'est qu'on aura prouvé que voilà, on est capable de faire un petit CPU. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme un humain, je te dis 5 plus 3, tu vas stocker dans ton cerveau 5, sinon tu l'oublies, comme dans le film où le petit poisson il oublie tout ce qu'on lui dit. Donc il faut vraiment te rappeler. Donc en fait, comme un humain, tu vas te rappeler du premier chiffre, donc il faut le stocker. Donc on va avoir une petite mémoire, registre A, on va l'appeler, registre B pour stocker le deuxième. Et après, il faut un registre pour stocker le résultat. Okay. On va faire aussi une addition, bien sûr. Ça, on l'aura créé avant. Donc on aura une puce qui fait l'addition. Et ensuite, c'est parti, vous avez la sortie, un registre. Si j'ai rajouté un registre pour la sortie, puis pourquoi pas, on peut se faire plaisir. Et pareil, avant d'acheter un petit décodeur 7 segments, je l'ai construit moi-même. C'est galère pour le coup, parce que c'est pas compliqué, c'est juste, il y en a beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de fils et beaucoup de puces. Mais donc, je me suis fait un décodeur 7 segments et je me suis autorisé à acheter la puce, bien sûr, j'ai pas triché. Je l'ai fait avant voilà, en transistor. Donc c'est parti, vous allez voir quoi? Vous allez voir ici en live, vous allez voir un registre A, un registre B. L'ALU qui va faire l'addition et un registre pour la somme. Et il y a une anecdote là-dessus à la fin, rappelez-moi si j'ai oublié de vous le dire, qui est assez amusante. Et un registre pour la sortie. Okay, donc on a 4 registres et un additionneur. Ok, c'est parti. Donc le registre A il va être connecté, il y aura des fils qui vont sortir pour aller dans l'additionneur et le registre. Pareil pour le B, donc on additionne les deux registres. On va avoir aussi, là on a un clavier, on va avoir un petit mini clavier pour enregistrer nos 0 et nos 1, bien sûr. Et pareil, lui, il va être en sortie, et il va écrire et lire dans A, donc il faudra récupérer le résultat aussi, donc A, on va pouvoir lire et écrire. Le B, c'est moi qui crée mon ordi, donc je fais ce que je veux, je vais juste pousser dans B, je n'ai pas besoin de relire dans B. C'est ça qui est marrant, c'est quand tu fais, c'est toi qui décides, c'est absolument génial. Et donc après, tu dis, le registre sonne, on va juste sortir le résultat. Et voilà, maintenant, il faut faire communiquer tout ce beau monde. Et comment on fait tout ça? On va juste tous les mettre sur un bus. Mais c'est un petit peu galère, parce que s'il y en a deux qui écrivent en même temps, oui, c'est le problème. C'est comme dans la maison. Moi, j'ai construit ma maison où tout est autour du salon. Si tu as 2 enfants qui ouvrent la porte en même temps et qui parlent, tu dis, ouais, on s'entend plus, c'est pas possible. Il faut qu'il n'y ait qu'un qui parle. Et puis les autres, par contre, pas autant qui écoutent. C'est le principe de cette architecture. Il faut juste ça marche, c'est même très pratique. Tu fais juste un bus, c'est rien, c'est juste des fils. Il n'y a rien du tout. Et, sauf qu'il faut s'assurer, par contre, il y a une contrainte, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui parle en même temps. Sinon, ça fait du court-jus. Et on a des problèmes. Il y a 2 architectures qui fonctionnaient où tu n'as pas ce modèle-là, mais c'est beaucoup plus complexe à gérer. Mais voilà, là on va partir sur cette architecture-là avec un bus, juste des fils. Et on n'est pas obligé, mais on va avoir quand même une unité de contrôle. C'est vrai aussi, c'est dans les processeurs où tu as une unité qui va en fait, l'équivalent ici, c'est juste des fils qu'on va tirer pour pas avoir à chaque fois et dans chaque registre activer les puces à la main ou avec un petit bouton. Donc on va juste tirer des fils dans une zone un petit peu de contrôle. Donc ça n'était pas obligatoire, mais voilà, c'est intéressant et on va aussi inverser le courant pour qu'il y ait une petite LED qui s'allume, que ce soit pas une logique inverse. Donc là, on peut inverser pour que ce soit plus graphique, qu'on puisse voir les petites LED. Et c'est parti. Donc, on y va. Alors,
Donc vous voyez ici sur cette zone-là, vous voyez l'input où je vais pouvoir rentrer, et ici je vais pouvoir rentrer mes bits. Donc ici on a dit on va faire 1, 0, 1. Ok, donc on va faire 1, 0, 1. Donc alors ouais, vous voyez peut-être pas très bien, donc il y a une petite LED entre deux qui est éteinte. Hein. Donc on a 1, 0, 1. Merci. Et ici, je vais vous mettre ici en même temps les petits afficheurs. Donc ici, on est sur l'input, on est sur l'entrée. Okay, et ensuite, on va écrire dans le bus. Donc là, j'ai une petite puce qui empêche le courant de partir. Et là, je vais ouvrir le courant et hop, on a, vous voyez, le courant qui s'affiche sur le bus. Donc sur le bus, là, c'est juste des fils. Et on voit que le courant, il passe déjà là. Donc on peut visualiser les 1, 0, 1. Il se retrouve là et il se balade ici sur le bus. Ok. Ensuite, on a dit qu'on veut stocker dans le registre A. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, le registre A, il est là, comme ça, vous le visualisez là-haut. Et on devrait avoir 101 qui s'affiche là si ça fonctionne. Ok, donc c'est parti. Je vais ensuite, alors au lieu d'activer, comme je vous ai dit, au niveau du registre et d'activer le registre, ce que je vais faire, c'est que j'ai tiré les fils jaunes qui sont là, qui descendent jusqu'à la commande de contrôle qui est en bas. Et ici, je vais le mettre ici, voilà. Et donc la première petite LED ici, c'est l'ouverture du registre A. Donc ça veut dire qu'on va laisser passer le courant pour rentrer dans le registre là-haut. Ok. Eh bien écoutez, là on est pas mal. Je pense que ce serait bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer les puces. Alors, c'est un principe de signal d'horloge. Signal d'horloge, c'est quoi? C'est juste qu'on va activer toutes les puces en même temps. Alors c'est un peu bourrin, mais ça marche parce que les autres, elles sont pas activées. Donc il se passera rien. Il y a juste le registre A qui va s'activer. C'est parti. Donc ça, c'est signal d'horloge. C'est qu'on va envoyer du courant sur toutes les puces, et il n'y a que celles qui sont activées qui vont s'allumer. Et c'est parti. Voilà, donc là, on voit bien qu'on a le 101 qui vient se stocker dans le registre A. Alors maintenant, on a dit on veut stocker 3 dans le registre B. Très bien, donc là, je coupe l'input, j'éteins le registre A, je désactive le registre A, je vais sélectionner 1, 1, vous voyez, donc là, vous avez les deux premiers bits, 1, 1 qui sont là. Je vais l'envoyer sur le bus, donc là, on voit bien 1, 1 qui est là-haut sur le bus, et on va le mettre dans le registre B, le deuxième registre qui est exactement le même que le A, qui est juste en dessous, qui est là. Il a un peu moins de puces parce que comme je vous dis, je me suis juste voilà, dit que je vais juste pousser des bits dedans, je ne vais pas relire le registre B, pas besoin. Et c'est parti. Donc maintenant, je vais dans la ligne de commande, donc pareil, il faudrait que j'active au niveau de la puce, mais là j'ai tiré un fil jaune qui descend jusque là, c'est ce fil-là, j'active, et signal d'horloge, c'est parti, pour commencer. Bam, on a 1-1 qui s'affiche, donc les deux premiers bits qui sont sur le registre B. Et ben voilà, donc là maintenant, j'éteins ça, j'éteins ici mon input parce que j'en ai plus besoin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on veut lancer l'activation de l'addition. Donc on va ici chercher à rentrer l'addition dans le registre d'addition qui est là. Et le fil qui active les puces pour l'addition se retrouve ici. Donc on va appuyer au signal d'horloge et hop, on a, vous voyez bien, 1, 0, 0, 0 qui vient de s'additionner et de se stocker dans le registre de somme. Donc ça, c'est bon, c'est fini. Et maintenant, c'est un peu un jeu d'enfant, hein, c'est littéralement ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? C'est vraiment ce jeu de se dire, c'est un jeu de porte. Je vais sortir du registre de somme et je vais aller dans le registre de sortie où j'ai ma petite puce que j'avais construite avant à la main qui va afficher sur un petit afficheur 7 segments. Donc là, le petit jeu, c'est je fais un jeu d'ouverture de porte. Donc je sors du registre et je rentre dans le registre de sortie. Vous remarquez que déjà, le courant il passe sur le bus. Donc on voit bien que 1, 0, 0, la somme elle est sur le bus, donc elle est bien là. Et maintenant, on va quasiment littéralement la voir sauter dans le registre de sortie et on va voir un petit bit qui devrait s'afficher là si ça marche bien. Signal d'horloge et c'est parti. 8. Voilà. C'est bon. Ça a résisté. Merci. Ouais, parce que c'est un peu fragile et il a beaucoup voyagé dans les avions, dans les trains et c'est toujours un peu risqué. On a dit tout à l'heure un petit jeu, ce serait d'enlever un truc et de voir en live si je peux débugger le machin, mais là il faudrait que j'ai mon oscilloscope, on y reviendra. Et j'ai un petit bonbon reset qui s'amuse à resetter, c'est comme si j'appuyais sur le bouton reset de toutes les puces, sauf que j'ai tiré des fils, pour il y a beaucoup de fils jaunes qui se retrouvent là, le bouton reset, quand vous appuyez, piouf, voilà, ça éteint tout. Voilà. Merci. Et donc, voilà un petit peu, et c'est ça, je trouve ça fabuleux, c'est que ce truc-là, mais moi, c'était d'ailleurs à Epitech, donc là, c'était un grand enfant qui est venu et tout, il dit, ouais, je comprends et tout, et à un moment donné, il m'a dit, est-ce que je peux manipuler? Ok, bon, on y va, faites bien attention et tout. J'aimerais maintenant, mon but, c'est de le faire un petit peu plus gros et un peu plus manipulable pour des enfants, parce que là, c'est vrai que son traitement, c'est très, très fragile. Et donc, il l'a fait, et c'était beaucoup plus complet. Mais voilà, je l'ai laissé jouer avec ça, et à la fin, il m'a fait, ah ouais, non, mais c'est génial. Mais là, je comprends tout. Et je voyais dans ses yeux
Mais ça y est, maintenant que j'ai pu manipuler, je vois, c'est tellement clair, c'est tellement assuré, c'est fabuleux, c'est ça que moi j'avais vécu, et je suis ravi de pouvoir transmettre ça, et je trouve ça vraiment génial. Et donc voilà, ça c'est la démo, et ensuite vous me dire, attends, c'est bien, mais là, excuse-moi, c'est pas un CPU, t'as pas arrêté de toucher à tout. Donc là, c'est pas du tout un truc qui fonctionne tout seul. Ok, t'as fait une addition, c'est rigolo, mais c'est tout, quoi. Ok, je me suis dit, bah, c'est quoi la suite? Alors, est-ce que, là, je vais pas le faire en live, ce serait long, mais vous avez vu un peu ce que j'ai fait à chaque fois? J'ai fait quoi? J'ai appuyé sur des boutons. J'ai fait 0, 1, c'est pas du courant. Toutes les actions que j'ai faites, on va dire, là, à chaque fois, l'enregistrement, machin, c'est quoi? C'est du courant, c'est les 0 et les 1. Mais si c'est 0 et c'est 1, je les stockais quelque part dans une mémoire qu'on a su faire avant. On sait faire une mémoire, dès que j'enregistre. Imaginons qu'on les stocke. Et maintenant, au lieu avec mes doigts que j'active le 0, le 1, le 1, le machin, bah, j'aille en mémoire aller chercher ces résultats pour dire, bah, vas-y, fais ça à ma place. On va automatiser, c'est un peu notre métier, non? Eh ben oui, on va stocker ça dans une mémoire avec certaines adresses, on va dire adresse 0, 1, ou même on ne savait pas d'être à la suite, hein. On peut faire adresse 3, adresse 7, peu importe. Donc on fait ça, j'ai mis dans une mémoire, je dis, bah attends, bouge pas. Maintenant, on peut s'amuser à donner des noms, hein, genre charger dans A, charger dans B, additionner. On va le mettre en anglais, ça va être plus sympa. Hein, load, add, out. Oh, mais c'est bizarre. Mais on vient de créer un assembleur. Et au moment où je l'ai fait, c'est absolument génial. Parce que là, je réalise que, attends, mais je peux mettre d'autres fils, d'autres puces, et je me crée d'autres commandes assembleurs, en fait. Et tout d'un coup, les choses deviennent évidentes. Mais oui, mais c'est comme ça que ça marche, en fait, c'est juste ça. Et donc, continuons. Donc, c'est parti. Donc, j'ai rajouté une petite mémoire. Et j'ai mis à certaines adresses ce que je faisais à la main. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne qu'effectivement, je vais chercher ici mon chiffre 5. Donc je charge 5. Je vais chercher dans la zone mémoire le chargement load 1. Et je fais le signal d'horloge. Et hop, on a chargé 5 dans le registre A. Je vais charger mon chiffre 3. Donc 1, 1. Je vais chercher la bonne adresse dans mémoire pour aller chercher la commande qui est chargée dans B. Et hop, j'ai 3. Je vais faire la même chose maintenant. Je vais juste aller chercher dans la commande pour faire la somme, boum, j'ai ma somme. Et ensuite, je vais chercher la dernière commande qui est tout ce que je vous ai dit, sortir du registre, aller dans le registre output, et j'ai ma sortie. Là, tu me dis, ouais, mais c'est toujours pareil, c'est toujours pas automatisé, regarde un peu les actions que tu fais. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a moyen encore d'automatiser? Allons jusqu'au bout. C'est quoi les actions que j'ai faites? Les actions que j'ai faites, si on suit bien, c'est que je suis allé chercher la valeur 3, on l'a vu. Je suis allé chercher dans une adresse, et ça, c'est encore juste du courant. Et si on mettait ça dans une autre mémoire, hein, la mémoire RAM, on peut appeler ça comme ça, et hop, on a notre load A, load B, add, et c'est parti. On met ça cette fois-ci dans des adresses un peu différentes, on va les émettre dans des adresses qui se suivent. Hein. On va faire 1, 0, 1, 2, 3, donc on va avoir 4 lignes de code en quelque sorte, et on va aller chercher ces lignes de code. Et allons-y. Donc j'ai rajouté un module, et on remet une petite mémoire, et c'est parti. Donc on y va. Et là, on fait signal d'horloge, hop, on a chargement 1. Là, on va juste aller chercher la deuxième ligne de code. On voit d'ailleurs qu'ici, le chiffre 3 s'est affiché là tout seul. Et hop, c'est affiché. Et là, on va aller chercher notre troisième ligne de code, qui est lancer l'addition. Et on a notre addition. Et on va chercher la quatrième ligne de code, hein, qui est l'affichage, display, output, et hop, on a notre addition. C'est bien, mais il reste encore des trucs, c'est dommage quand même. Je suis obligé d'appuyer sur un bouton quand même. Et puis je suis obligé d'aller chercher l'adresse 1, l'adresse 2, c'est quand même dommage, j'en suis pas loin. Il manquerait quoi? Eh ben oui, effectivement. Voilà, vous l'avez dans le mille, n'est-ce pas? Le fameux 5-5-5 timer, hein, le classique, voilà, dès qu'on veut faire du timing, dès qu'on veut faire des répétitions, tout ce que vous voulez. On fait tout avec ce truc-là, c'est très bien. Mais j'avais un problème pédagogique. C'est que ça, ok, très bien, mais il faut l'expliquer. Je ne triche pas, il faut que je le crée moi-même avant. C'est possible, c'est juste que là, on a quand même des amplificateurs opérationnels. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais à l'école, où j'ai demandé à mon prof, mais il y a quoi là-dedans? Parce qu'on faisait le truc mathématique. Alors ça, la mathématique, ça me saoulait. Mais j'ai dit concrètement, ça sert à quoi? Il n'était pas capable de me dire, et surtout, il était capable de me dire ce qu'il y avait dedans. Et je me suis toujours rappelé ça, c'est toujours, mais c'est le prof, il est censé savoir. Et je me rappelle que j'étais un petit peu, pas traumatisé, mais je me suis dit, mais je veux apprendre, il y a quoi dedans? Il était incapable de me dire qu'il y avait 18 transistors, je sais plus combien il y en avait, et puis ils sont rangés de telle façon. Et maintenant, je comprends tout. Je me dis, mais c'est génial, en fait, c'est juste des transistors, c'est pas si compliqué que ça à m'expliquer. Et donc, j'étais un peu frustré. Je me dis, ça va être pas évident quand même d'expliquer ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus simple? Oui, bien sûr. Vous avez le fameux, alors c'est un nom un peu barbare, Unstable Material Grader, où en fait, tu te retrouves avec juste 2 transistors, 2 petits condensateurs, quelques résistances, et ça clignote. Hein, parce que c'est pas évident à expliquer, mais tu te retrouves avec les petits capaciteurs qui se chargent et qui se déchargent, et comme ils sont
pas parfaitement égal, fait de la même façon. Il y en a un qui va se décharger un tout petit peu plus vite et ça va donner cet effet qui va clignoter. Donc tu vas te retrouver avec un petit truc qui clignote. Donc c'est sympa, c'est ce que j'avais fait avec ma fille. On a fait une petite voiture de police d'ailleurs avec ça. Je lui avais appris à souder et tout, c'était rigolo. Donc ça c'est sympa, mais est-ce qu'il y a moyen de faire plus simple encore? Alors je suis parti sur ce modèle-là, mais sinon évidemment tu dis mais il n'y avait pas un truc genre une puce où en fait une porte logique notes où en fait tu as 0 qui rentre en entrée puis ça sort du courant. Et inverse, s'il y a du courant d'entrée, ça 0. Attends, mais s'il se passe quoi si tu t'amuses à faire de ouf, tu branches la sortie à l'entrée. Un truc qui va boucler comme ça. Eh ben oui, ça marche, hein. Parce que l'entrée, tu rentres, il n'y a pas de courant à l'entrée, tu as la sortie tu la remets dans l'entrée. Bon, bah le 1, il se retrouve en 0, en 0, en 1, bah oui, ça marche. Donc oui, c'est aussi tout à fait valable. Bon, on va quand même mettre une résistance et puis un petit condensateur histoire de régler la rapidité du truc. Mais tu te retrouves avec un timer. Donc on a un timer, c'est parti, on peut pas le brancher. Il manque un truc, il nous manque l'additionneur. Alors l'additionneur, en fait, avec un simple flip-flop, effectivement, on peut se retrouver à, si vous les mettez à la suite, à se retrouver, alors là, il y a des petites vidéos très sympas avec des vrais flip-flops, hein, des petites chaussures que tu montres comment retourner le truc, et pédagogiquement pour expliquer, donc tu peux assez facilement faire un compteur. Et donc c'est parti, je les avais fait tout ça à la main, j'ai même fait, si vous avez vu, c'est super galère, là, c'était tout en haut, c'était pour essayer de recréer mon décodeur 7 segments. Et donc je me retrouve avec mon petit oscillateur instable, les deux flip-flops qui te permettent de compter, tu peux compter de 0 à 4. Et l'avantage de truc de ouf, c'est qu'en fait, arrivé à 4, bon bah il serait ici à 0. Donc en fait, gratuitement, j'avais le jump 0. En fait, sans faire exprès, je me dis, ah bah attends, j'ai une instruction de base gratos, j'ai un jump 0, donc je pouvais faire des boucles. Donc j'ai pu faire d'ailleurs à Devox, j'avais pu tout mettre sur le truc et vous voyez une addition. Vous allez faire des petits programmes avec 4 lignes de code. J'avais le jump 0, donc j'ai moyen de faire des petits trucs sympas. Et c'est parti, si tu branches tout ce bazar au truc, tu te retrouves. Voilà, là vous avez chargement A, chargement B, l'addition et le résultat. Et là, vous n'avez jamais vu ma main à aucun moment donné, et ça marchait tout seul. J'avais fini mon CPU, et on pouvait enfin voir le truc qui fonctionne de base, et c'est là que c'est fou, quand tu as fini ton truc, tu lances, je touche plus, ça marche, le truc, tu peux faire une addition, ça... Alors après, évidemment, quand tu arrives à 9, vu que j'ai qu'un truc, ça fait des trucs bizarres, mais c'est pas grave, c'est rigolo, on comprend, c'est comme ça aussi qu'on comprend le truc. Donc voilà un petit peu l'histoire. Alors je me dis, c'est quoi après la suite, une fois qu'on a fait ça? Et ben la suite, bah vous avez. Non, mon but c'était quand même de faire un Apple IIc, donc voilà, je me retrouve à essayer de me lancer cette aventure qui n'est pas si complexe que ça. C'est maintenant que j'ai fait un processeur, on va dire, hein, je m'octroie le droit de l'acheter, donc j'ai acheté le 6502 et c'est parti. Et d'ailleurs, il est encore un, le Z80 ne l'est plus, hein, c'est triste, hein, je sais. C'était aussi sur ma TI-85, je codais un assembleur à l'époque, donc là je code sur le 6502, donc ça me rapproche de l'Apple II. Et un driver clavier, mine de rien, je crois qu'en 3 puces, tu fais un petit driver clavier, c'était vraiment tout simple, la PS2, tu le branches et c'est assez simple. La carte graphique, où j'affiche ma fille en 100 pixels x 70 à l'écran, hein, c'est une autre conférence que vous pouvez aller voir. Impressionnant. La carte graphique, parce que la graphique c'est graphique, ça se voit, c'est visuel, donc les gens ils voient, c'est pas possible. Et quand je dis, mais j'ai créé une carte VGA, c'est dingue. Parce que les premiers protocoles, alors HDMI, non, je ne ferai pas, mais les premiers protocoles, mais en fait c'était faisable, carte VGA, c'est bon, ça tient sur une breadboard, sur 5 ou 6 breadboards, t'as ta carte VGA, quoi, c'est complètement fou. Parce que c'est bon, je vais pas rentrer là-dedans, parce que je mais regardez ma course, c'est vraiment génial. La carte son, pareil, la carte son, c'est quoi du son? Ben en fait, ça tient. Mon but, c'était de le faire sur une breadboard. Ça, j'ai une conf complète là-dessus aussi. C'est la simplicité. Essayez de faire plus simple. Et c'est sur une breadboard, tu fais une vraie carte son, 8 bits. Et je lance une petite musique et tout. C'est absolument sur une breadboard. Et c'est un challenge, mais ça marche. Il me restera la carte réseau. Ça, j'ai pas encore fait. Mais dès que tu finis ça, après, je vous ai plein les démos que tu peux faire en live. Après, ça va être ouf. Ça. Voilà, alors quoi d'autre? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les 0 et les 1. C'était ma première question et que les enfants aussi posent, c'est mais attends, le courant, 0 et 1 c'est bien, mais entre 0 et 5 volts, il y a des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 volts, ben, il y en a même plein. Ben oui, les premiers ordinateurs étaient analogiques. C'est juste qu'après, voilà, bah, c'est galère parce que quand on te fait 1 plus 1, tu t'en souviens 2 hein, sur ton compte en banque. Bah non, là, ça sera 1,9 des fois, c'est pas grave, c'est à peu près. Oui, t'es gentil, mais... Alors, sauf que maintenant, hein, avec nos besoins, avec AI et tout, 1 plus 1 égale 1,9, c'est pas grave, ça va, passe, large. Donc en fait, par contre, ça va à la vitesse de la lumière. Donc un ordinateur qui va à la vitesse de la lumière, quasi, ça c'est pratique. Donc si c'est 1 plus 1 égale 1,9, c'est pas grave, du moment que ça va à la vitesse de la lumière. Si c'est juste des stats, et ben oui, les ordinateurs analogiques reviennent un peu sur le devant de la scène, il y a des puces analogiques qui reviennent sur le devant de la scène, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on m'a offert, un magazine m'a offert
l'ordinateur qui s'appelle le Analog Thing, qui te permet de recoder en analogique. Tu peux refaire le module qui se pose sur la Lune et tout en analogique, c'est assez impressionnant. Alors, par contre, là, c'est des câbles, parce que tu n'as pas de 0 et 1, tu as des câbles, et tu dois un peu comprendre comment marchent les op-amps et tout, donc ça demande un petit peu plus de travail pédagogique. Là, j'aurai un peu plus de mal, je pense. Donc, c'est un peu la difficulté, si vraiment je veux simplifier ça, hein. Donc, clairement, vous m'avez compris. Donc voilà. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est cette citation de Saint-Exupéry: la perfection est atteinte, non pas parce qu'il y a plus rien à ajouter, mais parce qu'il y a plus rien à retirer. Et un des trucs que j'ai trouvé fabuleux en faisant mes recherches, c'est de tomber sur cette histoire de Motorola, du 6008 avec Chuck Peddle, et de Federico Faggin chez Intel, et les deux étaient frustrés. Pourquoi? Parce que, comme je disais, les processeurs à l'époque faisaient déjà beaucoup de choses très complexes et étaient très chers, et ils se sont dit on va simplifier. C'est moins de faire plus simple, parce qu'ils étaient à l'écoute des développeurs qui étaient nous, on n'a pas besoin de toutes ces fonctionnalités, on veut que ça aille vite, soit pratique, soit pas cher, et ils ont réussi avec les fameux, le 6502, les Z80, l'histoire magnifique, on en parle beaucoup. Il y a Olivier aussi Poncet qui vient de faire 2 vidéos sur le sujet, c'est absolument génial, écoutez ça. Et ce qui est fou, c'est que ça s'est pas arrêté là, vous avez cette histoire en Angleterre, ils se sont dit, bah, c'est bien le 6502, c'est top, on est arrivé à un truc vraiment simple, et bah, non, pas assez rapide, consomme trop, surtout qu'il y avait l'intérêt de faire toujours des choses un peu mobiles, hein. Donc un certain Steve Ferber et Steve Wilson, chacun compris en anglais, on va en faire, alors pas encore plus simple, parce qu'on peut dire simple, simpliste, non, mais c'était des instructions qui étaient plus simples, et qui font les choses bien, rapidement, et qui ne consomment pas trop. Il y a une fabuleuse histoire autour du processeur ARM qui maintenant domine un petit peu le marché, où en fait, le tout premier, quand ils ont branché, ils s'étaient trompés, il n'y avait pas le VCC, en fait, ils n'avaient pas alimenté le processeur qui fonctionnait quand même. Donc c'était pas possible, il est sorti champagne et tout, il dit mais il consomme 0 watts, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai, quoi, mais c'est juste impossible. En fait, il consommait tellement peu qu'en fait, le courant de fuite des diodes sur les pattes suffisait de l'alimenter. C'est l'histoire qu'on raconte, qui est encore vivant d'ailleurs, Steve Ferber. Donc c'est assez bluffant. Donc le processeur ARM, donc, qui est plutôt une architecture RISC, c'est-à-dire qui font... des choses pas plus simples dans le sens plus simple, mais une opération et qui l'a fait bien, qui l'a fait beaucoup plus directe que les architectures plutôt complexes. Voilà, donc j'ai aussi écrit dans mon magazine programmé sur les deux. Alors j'ai juste fait l'ordinateur 8 bits et la carte graphique. Il me restera à faire la carte son et puis le reste. Donc voilà mon site web, et je ne l'ai pas là, mais vous pouvez aller sur le site pour donner des avis sur le site du DFS pour aller chercher l'Open Talent. Et je travaille pour la société Haven, pareil, dans ces simplicité pour le cloud, tout ce qui est base de données en ligne, Kafka, alors là c'est du streaming, OpenSearch, Postgre, Clickr, ce genre de choses. Et il n'y a pas besoin de se compliquer, j'aime beaucoup faire des démos pour montrer un petit peu comment on peut simplifier notre vie. Et c'est aussi une de mes confs, c'est difficile de faire simple. Merci beaucoup.